Les thèmes de votre 22h ce soir au Sénat, la gauche fait la guérilla contre la réforme de la Poste. Sénateurs PS, communistes et radicaux de gauche réclament, pancarte brandie dans l'hémicycle, que les Français soient consultés par référendum. Débat à suivre dans ce journal qui consacre d'ailleurs une page spéciale à cette réforme. Bilan d'étape pour Barack Obama, 1 an après son entrée à la Maison-Blanche. Proche-Orient, Afghanistan, nous passerons en revue tous ces thèmes et d'autres avec Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères et l'invité du 22h. Et bien sûr, ce soir, la mort de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Réaction de Jack Lang, ancien ministre de la Culture. C'est tout de suite dans votre tour de l'info préparé par Pierre-Henri Gergonne. Il avait changé notre perception du monde en jetant les bases de l'anthropologie moderne. Claude Lévi-Strauss s'est donc éteint à quelques jours de son 101e anniversaire. Nicolas Sarkozy salue ce soir un humaniste infatigable. François Fillon, l'un des plus grands esprits de notre temps. Et la réaction ce soir sur notre antenne de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. C'est une grande figure qui disparaît. Mais par bonheur ne disparaît pas son œuvre immense d'anthropologue. Il est entré dans la légende. Il a été l'inventeur d'un type d'analyse des structures des sociétés dites primitives. Et sa méthode elle-même transcende le sujet qu'il a si magnifiquement décrit. Cette fois, ça y est, plus rien ne s'oppose à l'application du traité européen de Lisbonne avec l'ultime signature aujourd'hui du Tchèque Václav Klaus. Le texte qui vise à améliorer le fonctionnement de l'Union va pouvoir rentrer en vigueur. L'UMP parle ce soir d'étape historique. Mais pour l'heure, estime le modem de François Bayrou, l'heure doit être davantage à l'action qu'aux réjouissances. Au Sénat, Gérard Longuet qui appelle ses troupes à l'unité après la fronde lancée par Jean-Pierre Raffarin à propos de la réforme de la taxe professionnelle. L'ancien Premier ministre qui s'est fait rappeler à l'ordre par Nicolas Sarkozy est quelque peu malmené lors d'une réunion du groupe UMP de la Haute Assemblée. C'est l'une des informations de cette soirée, la proposition de Brice Hortefeux de créer un couvre-feu pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans. Une proposition du ministre de l'Intérieur dévoilée lors des rencontres de Beauvau organisées avec les élus de la majorité. Une idée qui risque fort de faire polémique. Allez, merci. À l'étranger, un broglio au Moyen-Orient autour du dossier épineux des colonies israéliennes. Hillary Clinton est ce soir au Caire pour dissiper les critiques qui enflent dans le monde arabe. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, revient sur ces dossiers et sur la santé de la planète. Il est ce soir l'invité du 22h. Le ministre des Affaires étrangères, bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Au Proche-Orient, l'administration américaine ne parle plus désormais de gel des colonisations, mais de ralentissement. Comment vous l'interprétez ? D'abord, rappelons-nous que tous les problèmes terribles que l'administration Obama a affrontés dans cette région, Proche-Orient, Moyen-Orient, Afghanistan, ce sont des héritages pourris de l'administration Bush ou d'années et d'années d'inaction ou d'erreurs, typiquement sur le Proche-Orient, avec l'alignement de l'administration Bush sur les thèses du Likoud pendant des années. Bon. Cela dit, il est vrai que c'est un peu gênant que l'administration Obama ait fait une sorte de faux départ en démarrant avec des exigences tout à fait justifiées sur le fond, sur la colonisation, qui est la plaie de l'affaire, dont on sait bien que ça envenime tout depuis très longtemps, mais en n'étant pas capable d'obtenir un résultat. Donc aujourd'hui, ils sont un peu arrêtés. Hillary Clinton a de l'impression de dire tout à fait le contraire, pour recorriger un petit peu le lendemain, en atténuant. Ils sont à la recherche d'un second souffle, c'est clair. Et il faut absolument qu'ils le trouvent, en tout cas. On peut le souhaiter d'un point de vue européen ou arabe, parce que s'il devait arrêter ça en disant on va s'en occuper plus tard, c'est trop compliqué, il y aura un envoyé spécial qui fait semblant de gérer un processus qui n'existe pas, en dépit des qualités excellentes de M. Mitchell, ce serait vraiment décourageant pour beaucoup de gens et donc source d'extrémisme. Alors justement, vous parlez du monde arabe. On se souvient du discours de Barack Obama au Caire. Il a créé beaucoup d'espérance. Est-ce qu'il est en train de décevoir aujourd'hui ? C'est trop tôt pour le juger. Il y a une espèce de mode en Europe en disant c'est décevant. Il y a une mode aux États-Unis, alors la violente, du côté des républicains en disant il faut le faire chuter. Il faut résister à ça. Il est pas au pouvoir depuis 1 an. Il est à la Maison-Blanche depuis fin janvier. 9 mois.
qu'est-ce que c'était le bilan de n'importe quel président que nous pourrions citer au bout de 9 mois? Personne n'en sait rien, tout le monde a oublié. Donc il y a quelque chose de nerveux, de fébrile, d'injustifié, de prématuré dans ce jugement. C'est évidemment très difficile. Sinon les Américains n'auraient pas élu Obama pour gérer la crise, pour gérer toutes ces questions très 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 difficiles. Donc soyons un peu patients. Et il me semble qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui devraient s'organiser pour l'aider à réussir. À commencer par les Européens qui font pas grand-chose. Ou rien. Pas grand-chose dans le dossier du Proche-Orient? Oui, je parle sur les questions de politique étrangère, là. Mais le discours du Caire est juste dans son fondement, qu'il a l'intuition qu'il y a un vrai problème islam-occident, que ça sert à rien de dénoncer la prétendue théorie de Newton, il faut s'occuper du risque d'engrenage et de clash. Et en parlant comme ça, comme l'avait fait aucun président américain avant lui, je pense qu'il a initié quelque chose de nouveau. Et qui ne peut pas porter des fruits en quelques mois. Il faut voir ça dans la plus longue durée. Alors Hubert Védrine, l'Afghanistan se réveille aujourd'hui avec un Karzai mal élu. Est-ce qu'il peut quand même être aujourd'hui un interlocuteur crédible pour les Occidentaux? Ils vont trouver qui sinon? Toutes ces histoires d'élections qui sont plaquées sur des situations absurdes dans lesquelles les élections peuvent évidemment pas se dérouler correctement. Non, mais c'est la démarche occidentale qui a besoin d'avoir bonne conscience, ayant fait des élections qui apparaissent normales avec des résultats ahurissants. Donc les Américains avaient déjà imposé des élections chez les Palestiniens et à Gaza, et dans la situation effroyable où sont les Palestiniens, le résultat ne pouvait être qu'extrémiste. Donc il y a une sorte de naïveté absurde, on se tire les balles dans le pied avec ça. Ce qui est sûr, c'est que là aussi c'est un héritage pourri de l'administration Bush, mais je pense que l'équipe Obama a un peu sous-estimé l'imbrication et l'extrême complexité de l'affaire Afghanistan, Pakistan, Inde. Parce qu'il y a qu'en faisant bouger la politique indienne que les Pakistanais seront moins obsédés par la menace indienne, entre guillemets, et plus ouverts à une évolution en Afghanistan. Il faut reprendre tout ça. La grosse erreur dans l'affaire, c'est que quel que soit l'objectif, sécurité ou plus large, il n'y a pas de raison que ça concerne les Occidentaux seuls. Parce que la menace Al-Qaïda, ça concerne d'abord les pays arabes, en fait. Ça peut concerner pas seulement les Occidentaux. Oui, mais apparemment, les Pakistanais ne semblent pas trop concernés, selon Hillary Clinton. Elle juge même qu'il y a un double jeu de leur part. Sur juste un voyage d'Hillary Clinton, comme ça, 2 jours, les Pakistanais, ils essaient de pas être embringués dans une politique occidentale qui est haïe dans leur opinion. Mais moi, je parle plus largement. Je dis que la question afghane, la question Al-Qaïda, c'est une question qui concerne à peu près tous les pays du monde. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit traitée que par les pays occidentaux qui ont été maladroits au point de donner l'impression de remener une expédition coloniale vouée à l'échec. C'est absurde. Il faut reprendre politiquement avec tous les pays concernés. Les Chinois, les Russes, les Indiens, les Arabes, évidemment les Afghans, les Saoudiens, pour les obliger à entrer dans un processus. Et c'est comme ça que Obama peut-être trouverait un peu d'oxygène. Il ne faut pas que ce soit un débat purement américano-américain où c'est trop enfermé. Alors sur tous ces dossiers, justement, Hubert Védrine, Proche-Orient, Afghanistan et même Iran, alors que Barack Obama n'a pas hésité, on l'a vu, à tendre la main, quitte à ne rien obtenir, on a vu plutôt un Nicolas... Pour le moment, oui. On avait plutôt un Nicolas Sarkozy qui s'est montré plus ferme. Est-ce qu'avec le recul, c'est pas la bonne méthode? Non, parce que la fermeté a obtenu quoi? En Iran, peut-être? Non, rien non plus. Non, la fermeté, on la connaît, c'est celle qui est pratiquée par les États-Unis depuis la Révolution islamique. Oui. Rupture avec la Révolution islamique, puis après il y a eu l'affaire de l'ambassade, donc boycott, embargo, sanctions, etc. Donc la politique dure, elle dure depuis 1979. Elle n'a pas entraîné la chute du régime, ni même sa métamorphose complète. Et même quand il y a eu une petite ouverture avec le président Khatami, les Occidentaux étaient incapables de tenter de vérifier s'il avait une marge de manœuvre ou pas. Donc les Occidentaux connaissent très bien les résultats de leur politique dure, entre guillemets, certains Occidentaux veulent la poursuivre. Moi, il me semble qu'Obama n'a pas tort d'essayer d'explorer une autre voie qu'on ne peut pas juger là aussi précipitamment. La main tendue, je ne pense pas que ce soit de la niaiserie ou de la naïveté. Je pense que c'est une tactique, c'était un peu une politique de charmeur de serpent par rapport à l'opinion arabe ou musulmane, ou dans le cas d'espèce iranienne. Ce régime est évidemment parcouru de tensions internes, il est obligé de tout verrouiller parce qu'il a été terrorisé par cette main tendue. Il était beaucoup plus à l'aise avec le manichéisme de Bush. Donc un peu de patience. Un peu de patience, un peu de ruse, un peu de stratégie, un peu de politique. Alors Hubert Védrine, on l'a rappelé en début de cet entretien, vous avez été ancien ministre des Affaires étrangères sous Lionel Jospin, mais aussi sous Jacques Chirac. C'est un gouvernement de cohabitation. Dans les mémoires de Jacques Chirac, dont on a pu lire aujourd'hui des extraits dans la presse, il rend hommage à François Mitterrand. Est-ce qu'il n'est pas en train d'embellir un petit peu la réalité de leur relation ? Non, parce que alors d'abord j'ai eu la chance de pouvoir lire ce livre, parce qu'un ami journaliste qui l'a eu en avance me l'a montré. J'ai trouvé que c'est un livre dense, émouvant dans certains passages, sur les aspects privés, tout à fait intéressant quand il parle de
de personnalité politique. Il est très intéressant sur Pompidou, qui est son père en politique, et là il est dithyrambique sur Pompidou. Et là où on ne l'attend pas, on s'attend à quelques vacheries sur Giscard et Légisson, oui. sur Balladur et Légisson, oui. Mais ça occupe une part très légère du livre en fait, très courte, d'après ce que j'ai vu. Et sur cet hommage sur Sarkozy, c'est subtilement balancé, et sur Mitterrand, il y a une forme d'admiration qui finalement l'emporte sur les différences qui sont quand même clairement énumérées. Je trouve, bon, c'est pas ma famille politique, mais j'ai eu à travailler avec le président Chirac, je mélange pas les genres, mais je pense que c'est un livre qui mérite vraiment d'être lu. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été l'invité du 22h. On parle à présent de la Poste qui est au cœur de l'actualité et au cœur, vous le savez, des débats dans l'hémicycle du Sénat. Et justement, on va écouter sur ce sujet le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Je ne permettrai pas à un gouvernement socialiste qui, dans le pire de mes cauchemars, reviendrait demain, de pouvoir privatiser, puisque je vais la rendre, c'est un mot qui n'est pas français mais que j'utilise à dessein, imprivatisable. Allez, on parle de la Poste avec notre chroniqueur qui est avec nous. Bonsoir Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Sonia. Alors la réforme de la Poste qui est au cœur des débats et des débats qui sont très tendus au Sénat. On va en parler dans un instant avec nos invités. Cet après-midi, les sénateurs de gauche ont demandé, pancarte à la main, l'organisation d'un référendum sur ce sujet. Et Christian Estrosi, on vient de l'entendre, assure de son côté, Jean-Louis, que la Poste est imprivatisable. Que doit-on en penser? Il faudrait, pour qu'elle soit imprivatisable, que l'on inscrive ce dogme dans la Constitution, qui est la loi suprême. Et même dans ce cas-là, il est tout à fait possible à une autre majorité, d'ailleurs les Français ne s'en sont pas privés ces dernières années, de changer la Constitution. De manière très générale, une loi votée aujourd'hui peut être défaite par une loi qui sera votée demain. Pour l'instant, la majorité présidentielle ne peut que prendre un engagement solennel qui dit que la Poste est propriété de l'État ou de personnes de droit public, mais une autre loi pourrait défaire ce qui est inscrit aujourd'hui. Donc rien n'interdit que dans l'avenir, la Poste puisse être privatisée. Donc l'hypothèse de privatisation est plausible. L'hypothèse ne peut pas être exclue, elle est effectivement plausible. Alors pourquoi pourrait-elle exister? Tout dépend de ce qui va se passer. Aujourd'hui, la direction de la Poste dit « Nous avons besoin, pour affronter la concurrence qui aura lieu à partir de 2011, nous avons besoin de 2,7 milliards. » L'État leur dit d'accord. À ce moment-là, pour qu'on puisse faire rentrer 2,7 milliards dans la Poste, il faut que vous ouvriez votre capital. Et c'est ce qui va se passer. Si les données qui sont dans la tête aujourd'hui des dirigeants de la Poste, qui fait que la concurrence sera pas très forte, elle sera à peu près ce qui est prévu aujourd'hui, il n'y a aucune raison de privatiser la Poste, elle restera ce qu'elle est. Si la concurrence à ce moment-là est extrêmement violente, la Poste aura besoin de plus d'argent et c'est pas du tout sûr que l'État sera en mesure à ce moment-là de lui apporter ce plus d'argent. Il faudra bien ouvrir le capital à d'autres opérateurs, d'autant plus que si la Poste perd dans les années qui viennent des parts de marché à l'intérieur du marché français, elle voudra se rattraper sur le marché allemand, marché britannique ou tous les autres marchés de type européen. Et à partir de là, il faudra bien qu'elle passe des alliances avec d'autres opérateurs privés. Elle prendra une part de leur capital et ces mêmes opérateurs, en échange, demanderont une part du capital de la Poste. Donc là, il faudra bien s'engager dans un mouvement de privatisation. Donc le futur de la Poste dépend tout simplement de son aptitude à pouvoir se battre dans le cadre qu'on lui fixe aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce que ça sera? Personne ne peut le dire. Donc son avenir lui appartient. Et Jean-Louis, est-ce que le gouvernement pouvait faire autrement? Est-ce qu'il avait un autre choix? Alors sur le plan technique, il y avait un autre choix, bien entendu. C'est-à-dire que, par exemple, la Commission de Bruxelles, l'Europe, autorise à ce qu'un État subventionne directement, sans changement de statut, parce qu'une entreprise qui répond à un objectif de service public. Si aucune entreprise privée ne veut aller apporter le courrier au fin fond des campagnes françaises, il faut bien que l'État paye. Donc ça, c'est autorisé. Le problème, c'est que si on fait ça, on rentre dans un embryo juridique assez compliqué. Pourquoi? On ouvre le marché. L'État dit personne ne veut aller dans les campagnes françaises. Donc je donne de l'argent à la Poste. Les concurrents, qu'est-ce qu'ils disent? Dis donc, vous donnez 350 millions, 500 millions tous les ans, c'est beaucoup trop, ça mérite pas ce prix-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une distorsion de concurrence. En fin de compte, sous le prétexte des campagnes françaises, vous subventionnez la Poste. Donc nous, on n'est pas d'accord et ça dure des années, c'est remis
remis en question, etc. Et en plus, aujourd'hui, la Poste a un statut qu'on appelle EPIC, entreprise d'intérêt public. Ça lui permet à la Poste d'avoir des crédits moins chers parce qu'il y a une garantie de l'État. Et les concurrents protestent en disant, attendez, ils ont un avantage, c'est pas normal, vu qu'on est dans un marché concurrentiel. Et ceci est remis en question par la Commission de Bruxelles qui dit effectivement, et on a vu ça dans le cas d'EDF par exemple, effectivement, il n'est pas normal qu'une entreprise dans un marché concurrentiel ait un tel avantage. Donc il était difficile, il y avait sur le plan technique, non, on pouvait faire autrement, mais sur le plan des relations avec Bruxelles et les autres concurrents, c'était compliqué de garder le statut tel qu'il est. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault pour votre analyse. Et comme je vous le disais, la séance justement consacrée à la réforme de la Poste a été, c'est le moins qu'on puisse dire, fertile en événements cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord regardez tout ce qui s'est passé en séance. Thomas Raguet. Une cohue de micros et de caméras, un phénomène peu habituel à la Haute Assemblée. En début d'après-midi, une soixantaine de sénateurs de l'opposition ont signé une motion référendaire. Un texte qui, comme son nom l'indique, s'il est adopté, provoque la tenue d'un référendum, en l'occurrence sur le changement de statut de la Poste. C'est la Poste, mais c'est dans le fond la question du service public en général. Et je crois qu'on ne peut pas changer de modèle social comme ça. Je ne crois pas que le président de la République ait pris des engagements de privatiser la Poste lorsqu'il s'est présenté lors de la campagne électorale aux Français. Donc à partir de là, il faut qu'il les consulte. C'est le bon sens, je crois. Une véritable procession s'engage alors, traversant la salle des conférences du Sénat. Les signataires s'en vont remettre le document complet en main propre à Gérard Larcher. Je suis attendu, Madame la Présidente. Très attendu, Monsieur le Président. Celui-ci arrive quelques minutes plus tard, visiblement un peu agacé par la manière. Qui est un peu discourtois, mais enfin. Parce qu'on aurait pu le faire à la porte, mais enfin bon. Mais prenant acte de la procédure. Une procédure légitime, prévue dans nos textes, et donc qui va s'appliquer au Sénat de la manière la plus normale. Nous avons commencé un débat sur la Poste qui a été un débat fort serein, qui va se poursuivre cet après-midi. Il y aura la partie du débat référendaire, puis les sénateurs trancheront. Tout ça n'est que normal. Peu de temps après, alors que débute la séance, nouveau coup d'éclat de l'opposition. Plus efficace sur la forme que sur le fond, l'opposition aura réussi à médiatiser à nouveau sa demande de référendum sur la question du changement de statut de la Poste. Voilà la bataille sur la réforme de la Poste qui ne connaît pas de trêve au Sénat. Vous venez de le voir dans ce sujet. La gauche qui demande donc l'organisation d'un référendum sur la Poste. On en débat ce soir avec nos deux invités. Pierre Hérisson, bonsoir. Rapporteur du projet de loi sur cette réforme. Et puis Michel Teston qui est sénateur socialiste de l'Ardèche. Michel Teston, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez obtenir gain de cause sur ce que vous demandez, c'est-à-dire ce référendum? Bien sûr que nous allons essayer d'obtenir gain de cause, parce que cette demande nous paraît tout à fait légitime. Lorsque la Constitution a été révisée en juillet 2008, son article 11 prévoit expressément la possibilité d'organiser un référendum. Encore faut-il qu'une loi organique soit préparée par le gouvernement, examinée par le Parlement, et à la suite du vote de cette loi organique, il est possible, si certaines conditions sont remplies, de recourir au référendum. Sur un sujet aussi important. Donc vous êtes confiant? Sur un sujet aussi important que la question du changement de statut de la Poste. Le plus ancien, le plus emblématique des services publics français, nous considérons que le peuple doit s'exprimer. La réforme qui nous est proposée n'est pas une réforme qui est légère. C'est un changement complet d'orientation. On va justement entrer dans les détails. Pierre Hérisson, déjà sur la forme, sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est assez extraordinaire. Écoutez, moi qui suis un parlementaire qui maintenant, m'autorisez l'expression, un peu de bouteille, j'ai vu des moments plus difficiles que cela. Il y a une expression par l'opposition qui n'a pas été rejointe et qui n'a pas entaché du tout le vote de la majorité au Sénat, puisque les groupes UMP, Union centriste et ceux qui n'appartiennent à aucun groupe, c'est-à-dire les non-inscrits, ont voté pour rejeter
un certain nombre de motions cet après-midi et qu'il y a une majorité solide pour examiner ce texte. Mais pour vous, c'est pas légitime ce référendum, d'une manière générale? Il pourrait l'être si, à la suite de la réforme de la Constitution, de la modification de la Constitution, il y avait eu une loi organique de voter par le Parlement. Une loi organique, c'est une loi qui est votée en termes identiques par les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Aujourd'hui, on n'a même pas l'embryon d'un premier texte à soumettre au Parlement. Par contre, ce qui est urgent, c'est de transformer le statut de la Poste en société anonyme pour lui permettre une augmentation de capital à hauteur de 2,7 milliards d'euros, que le capital doit rester entièrement public, c'est les garanties que nous donnons de par la loi, et que la Poste puisse affronter à égalité de chance avec l'ensemble de ses concurrents. Franchement, il y a 27 pays de l'Union européenne. Quelles que soient les majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche, dans les 25 des 27 pays, la Poste est déjà une société anonyme. Nous sommes les avant-derniers à nous transformer, donc on est un peu ringard sur le coup. Et ensuite, le Luxembourg devra procéder aussi à son harmonisation. Et enfin, les 27 pays de l'Union européenne auront le même statut pour leur Poste. Vous dites que c'est une nécessité aujourd'hui. On va revenir précisément sur ce point-là. Michel Teston, encore un point sur la forme. Il y a eu hier un rassemblement devant le Sénat pour protester contre cette réforme. Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous appelez à ce que le débat dans l'hémicycle se poursuive à l'extérieur, c'est-à-dire dans la rue? Alors, je veux d'abord rappeler qu'une votation citoyenne a été organisée parce qu'on ne pouvait pas, dans l'immédiat, organiser un référendum et que cette votation citoyenne a fait apparaître que plus de 2 300 000 de nos concitoyens sont attachés au maintien du statut actuel. Et vous voulez encore d'autres actions aujourd'hui ? Et nous souhaitons que l'action que nous menons au Sénat contre ce projet de loi, dans le cadre du fonctionnement normal de cette Assemblée, soit relayée par toutes celles et tous ceux qui sont du même avis que nous. Nous sommes d'ailleurs souvent que leurs interprètes. Permettez-moi aussi de dire un petit mot. Il n'y a pas d'urgence à changer le statut de la Poste, dans la mesure où la directive postale, qui prévoit l'ouverture totale à la concurrence du secteur postal, ne le prévoit qu'au 1er janvier 2011. Mettons à profit la période qui nous sépare du 1er janvier 2011. Ah, mais vous dites qu'en 2011, on pourrait alors mener cette réforme ? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit mettons à profit la période qui nous sépare du 1er janvier 2011 pour permettre au gouvernement de préparer le projet de loi organique, de pouvoir donner ainsi les conditions d'organiser un référendum. Très bien, donc. Et bien entendu, ça ne remet pas en cause le fait que nous sommes opposés au changement de statut de la Poste, parce que le statut actuel, celui d'établissement public à caractère industriel et commercial, nous paraît parfaitement adapté. On vous a entendu. Pierre Hérisson, un point sur un aspect politique. Dans la majorité, dans le gouvernement, avec Christian Estrosi, on vous a entendu, vous n'arrêtez pas de dire qu'il n'y a pas de risque de privatisation de la Poste, mais voilà qu'Henri Guénaud, à ce sujet, il dit qu'il n'y a jamais rien d'éternel. Il a un petit peu sapé votre travail. Il n'y a jamais rien d'éternel, ça correspond exactement à ce que j'ai toujours dit sur ce sujet. C'est-à-dire que nous sommes dans une république, une démocratie avec un parlement et avec une démocratie représentative qui va voter un texte. Mais dire que dans un certain nombre d'années, certains pourraient être tentés de changer le statut de la Poste, ça dépendra de la majorité du Parlement qui aura été envoyée par les citoyens électeurs pour siéger dans la démocratie représentative. Donc elle n'est pas imprivatisable. Non, mais le seul problème où il y a en quelque sorte une manipulation intellectuelle, parce qu'on va pas faire on va pas ouvrir polémique, c'est que on demande aux gens de voter contre la privatisation de la Poste. Le texte que nous examinons, à aucun moment ne prévoit la privatisation de la Poste. Il s'agit tout simplement de transformer la Poste, comme toutes les autres postes européennes, en société anonyme, c'est-à-dire un cadre juridique qui lui permet de demander et de faire appel à des augmentations de capital. Et en ce qui concerne la France, nous écrivons dans la loi que seul l'État ou les personnes morales de droit public peuvent souscrire à l'augmentation de capital, que la Poste, de ce fait, ne pourra pas être introduite en bourse, et que le capital restera entièrement la propriété de nos concitoyens, puisque l'État, c'est nous. Voilà toutes les garanties que vous apportez. Une question à tous les deux. Vous êtes tous deux des élus locaux. De quelle remontée d'informations vous disposez? Que vous disent les gens que vous rencontrez et les Français de manière générale? Madame, d'abord, moi je souhaite réagir aussi par rapport à ce qu'a dit M. Guénaud, conseiller de M. Sarkozy, qui a désavoué purement et simplement M. Estrosi. Pas du tout. Et d'ailleurs, hier,
lors des premiers débats sur le projet de loi, j'ai rappelé qu'en vertu du parallélisme des formes, ce que le Parlement fait, il peut le défaire. Mais bien sûr. Et donc, bien évidemment, le fait de dire qu'on mettra une disposition indiquant que la Poste est un service public national n'apporte aucune garantie qu'il n'y aura pas à l'avenir un autre texte qui viendra changer la donne. Qu'est-ce qui peut vous satisfaire aujourd'hui? J'ajoute en plus qu'avec le changement qui est opéré par la 3e directive postale, c'est-à-dire la suppression du monopole, oui, avec l'apparition de concurrents de la Poste, on peut se poser légitimement la question de savoir si le Conseil constitutionnel saisi en la matière continuerait à considérer que la Poste est un service public national. C'est le dernier mot, Pierre Hérisson. Voilà, Monsieur Teston est en train de nous expliquer que c'est très compliqué, que c'est très technique, que c'est juridique, administratif. Et nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une Poste qui soit moderne, ils veulent une Poste qui soit compétitive, ils veulent un service public qui soit accessible. Ils veulent un vrai service et on va leur donner, à travers cette loi, qui sera votée parce qu'il y a une majorité au Sénat, même si ça prend un peu de temps, parce qu'on comprend bien qu'on va dans les détails, mais c'est le rôle du Parlement. Nous aurons une Poste moderne qui, je vous le rappelle, la transformation en société anonyme est d'abord à la demande du président de la Poste lui-même. Merci messieurs. En tous les cas, le débat se poursuit au Sénat et il se poursuit également sur notre antenne. En tous les cas, c'est la fin de cette tranche d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. Déshabillons-les. Hélène Risser s'intéresse à Cécile Duflot, la nouvelle étoile verte de la politique. Très bonne soirée.